Bonjour à tous, merci beaucoup aux responsables de Juristes pour l'enfance de m'avoir fait confiance pour vous expliquer d'une manière, on va dire, très scientifique, très clinique, le pourquoi la pornographie a une influence dans la construction sexuelle des mineurs et notamment a une influence dans la reproduction de comportements sexuels violents et donc dans la question de l'abus sexuel ou en tout cas des violences sexuelles entre mineurs. Tout ce que je vais vous dire repose sur mon expérience clinique, donc dans mon service d'addictologie où je suis responsable. J'ai créé les premières consultations en France spécialisées dans la prise en charge de l'addiction à la pornographie, où je reçois des adolescents, des enfants de 8-9 ans et des adultes. Et aussi, donc, notre expérience à l'association Déclic, on rencontre quand même des milliers. Maintenant, on est à beaucoup d'écoles et beaucoup d'adolescents rencontrés, ainsi que tous les résultats de la recherche depuis l'apparition de la pornographie en ligne dans les années 2000 et surtout dans les années 2007, depuis l'apparition du smartphone, où l'accès à la pornographie a été massifié. Et donc, les sociologues, les psychologues, les psychiatres sommes inquiets et ont été inquiets dans les derniers 10 ans. Et donc, voilà, je vais vous parler un peu des études de ce qu'il y a de publier sur ce sujet. Alors déjà, pour mettre un peu dans l'ambiance, quelques données de l'usage de pornographie chez les enfants et les adolescents. C'est important de savoir que l'usage des technologies est normalisé à 7-8 ans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, des enfants de 7-8 ans ont accès à Internet la plupart du temps, sauf pour des familles où il y a vraiment un cadre très clair. Mais malheureusement, souvent, c'est plus difficile pour les parents d'être très présents pour des contraintes aussi de la société actuelle. Les enfants ont accès à Internet facilement, de n'importe où, n'importe quel moment. Et donc, ça fait que le premier contact pornographique, les études aujourd'hui le positionnent à 9 ans, de moyenne. Ça veut dire qu'on peut être à 8 ans. Et on peut aussi être un petit peu plus tard. La plupart des premiers contacts se font de manière accidentelle ou alors ces enfants qui ont des questions sur la sexualité et qui n'osent pas les demander aux parents. Et parce qu'il n'y a pas encore ce climat de confiance, parce que les parents n'ont pas su, parce qu'eux-mêmes ils n'ont pas eu la chance de recevoir une éducation affective et sexuelle. Et donc, il n'y a pas de paroles dites à la maison sur ce sujet. Et donc, ils vont aller chercher sur Internet c'est quoi faire l'amour, pénis, gros seins. Enfin, moi, j'ai des élèves qui nous disent ça, qui ont commencé en disant, voilà, je me demandais ce que c'était des gros seins. Et ils tapent, et voilà, tout de suite, il y a la pornographie qui se présente. Donc, c'est ce contact qui est fait de manière accidentelle est quand même très dangereux. Vous le comprendrez un petit peu plus tard, mais Anne-Sixtine Paradel parlait de viol psychique. En effet, les résultats de beaucoup d'études et nos constats montrent qu'en effet, ces premiers contacts sidèrent l'enfant, qui n'est absolument pas, la plupart du temps, encore pubère, et qui a peur de cette sexualité. Et donc, il le met un peu entre un évitement et une adhésion, entre une excitation corporelle et une curiosité et un dégoût. Enfin, il est un peu dans ce choc psychique qui va l'amener à revenir et à reconsommer pour tenter de comprendre ce qu'il a regardé. On sait en tout cas que les chiffres de consommation adolescente sont très très élevés, comme vous voyez. Voilà, c'est des études espagnoles, des études françaises, des études européennes. Et puis l'IFOP, là, qui a fait une étude récente qui montre que 43% des jeunes s'inspirent de la pornographie pour leur propre vie sexuelle. Et une étude américaine a montré que 80% des jeunes qui regardent de manière régulière de la pornographie vont reproduire des comportements sexuels agressifs. Donc, pour que vous compreniez pourquoi il y a cette reproduction et qu'est-ce qui se passe en fait entre la consommation de pornographie et la mise en œuvre, on va dire, de la violence sexuelle, je vais proposer en fait 3 axes dans ma présentation. D'abord, très vite, vous expliquer ce que la pornographie propose. Je suppose que tous vous savez à peu près, mais pour bien contextualiser. Ensuite, qu'est-ce que le jeune apprend? Qu'est-ce qui se passe dans son cerveau? Quel est cet apprentissage pornographique? Et une fois qu'on comprend ce que le jeune apprend, qu'est-ce que ça peut donner? Et pourquoi on parle de violences sexuelles entre mineurs qui augmentent au fur et à mesure des années? Donc, depuis l'apparition de la pornographie en ligne, il y a eu beaucoup d'études sur ces contenus pornographiques qui analysent le contenu et ils arrivent à, on va dire, on peut résumer en plusieurs axes un peu la description de la pornographie. Déjà, la pornographie, c'est ce contenu sexuel qui vise à exciter la personne qui la regarde. C'est pas tout contenu sexuel, c'est celui qui vise l'excitation de celui qui regarde. Et ce qu'on voit, c'est que la pornographie dominante, hégémonique, ce qu'on appelle mainstream, n'a pas de narratif sexuel, c'est-à-dire il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de récit du désir, il n'y a pas du récit de la rencontre, il n'y a pas de prise en compte de l'histoire de l'autre, c'est brut, il n'y a pas d'histoire racontée, il y a juste une vision morcelée du corps, privée du visage, déshumanisée, où le sujet devient
objet et il est réduit à sa fonction sexuelle. Surtout la femme, c'est vrai qu'on a une pornographie dominante, l'homme guide plus que la femme, mais bon, il y a des auteurs qui disent que l'homme est sujet, la femme est objet. Moi, je pense que les deux sont mis à la place de objet sexuel parce que l'homme est aussi réduit à sa capacité, à sa puissance, on va dire, érectile et à sa capacité d'accéder à l'orgasme. La femme est réduite à sa capacité à donner à l'homme ou à permettre à l'homme la jouissance. Et en plus de cette vision morcelée, déshumanisée du corps, cette objectification de l'être humain, cette narrative absente, il y a une place fondamentale de la violence, et ça c'est unanime dans les études, notamment cette étude qui vient d'être publiée là, en 2020, très intéressante, qui a étudié de manière aléatoire plus de 4000 scènes de un site pornographique très important américain, un des plus importants. Et on voit que 45% de ce contenu a de la violence physique. Et ce qui est très intéressant, c'est que 97% de ce contenu violent, la cible, c'est la femme. Et ce qui est dramatique, et c'est ça qu'il faut comprendre pour comprendre aussi les jeunes, c'est que la femme aime cette violence. Elle l'aime, elle demande davantage, elle réagit d'une manière positive à cette violence. Il y a un auteur, un sociologue espagnol qui est très spécialisé sur les sujets de pornographie et qui parle de pornographie comme l'exhibition d'une activité délictueuse. C'est-à-dire que si on analyse les vidéos pornographiques une par une, on peut trouver dans beaucoup d'entre elles des choses qui, hors ligne, sont des délits ou des crimes. Donc, dans ce sens, la pornographie fait la propagande de la culture du viol. Dans un autre site, un très grand site pornographique américain, qui est très consommé en France, la vidéo la plus regardée en 2019, c'était un viol en groupe. Qu'est-ce qui se passe avec ça? C'est que la personne, et vous allez le comprendre ensuite avec le cerveau, qui consomme de la pornographie, est en situation d'excitation sexuelle, est totalement déconnectée de sa capacité critique, de sa capacité morale et surtout, ce qui est dramatique, de sa capacité empathique. Donc, cette femme qui aime tout, à tout moment, n'importe où, qui demande davantage, est consommée de manière massive aujourd'hui par nos adolescents. Comme disait Jill Dyness, qui est une sociologue britannique très intéressante qui a étudié la pornographie, elle dit voilà, là où la femme devrait dire non, la pornographie dit oui. Et c'est ce contenu-là qui est consommé. Donc du coup, selon cette sociologue, et d'autres aussi, dans ce sociologue espagnol, Ballester, il parle de la pornographie comme un produit culturel de masse. On n'a pas un autre produit avec un accès aussi facile, aussi gratuit, aussi massif, aussi infini, avec autant de propositions de nouveautés. Et donc façonne la société et façonne les cerveaux. Et comment se fait ce façonnage, cet apprentissage? Les études de neurosciences récentes, qui se penchent sur la question depuis quelques années, montrent qu'il y a des corrélats neurobiologiques à la consommation de pornographie. Là, je vous ai présenté quelques-unes très, très intéressantes. Et de manière un peu rapide, après sinon dans les questions je pourrais développer, mais je vais vous expliquer vite fait qu'est-ce qui se passe dans le cerveau en fait quand la personne consomme et pourquoi est-ce que cet apprentissage, notamment des enfants et des adolescents, parce qu'ils sont beaucoup plus, on va dire, à risque d'absorber tout ce qui leur est donné, parce qu'ils ont des cerveaux immatures, etc., parce qu'ils n'ont pas de recul sur la vie. Comment se fait cet apprentissage? Il faut déjà savoir que, comme je vous disais, quand une personne consomme, elle est en train d'avoir une excitation corporelle. Je ne sais pas si vous connaissez le modèle Montessori, mais aujourd'hui, on voit que, par exemple, dans l'éducation des enfants, tous les apprentissages qui se font par l'expérience s'insèrent, se gravent beaucoup plus facilement dans la mémoire. Pourquoi? En tout cas, dans le cas de la pornographie, il y a une attention focalisée totale, massive, c'est-à-dire toute la capacité attentionnelle de l'enfant, de l'ado et de l'adulte, on parle aujourd'hui d'ado, est totalement concentrée, totalement ciblée sur la pornographie. Il y a le cortex et toutes on va dire les structures cérébrales qui sont en activité pendant cette consommation. Et il y a une activation corporelle très forte, un plaisir, donc en plus une relation très forte entre plaisir et contenu, qui facilite donc cet apprentissage. Donc ça fait que ce que les adolescents reçoivent quand ils consomment de la pornographie reste très facilement imprégné dans leur mémoire et dans leur représentation de la sexualité. Une autre étude extrêmement intéressante, il y a eu d'autres qui se sont succédés dans ce sens, parle de l'intervention des neurones miroirs. Vous savez, les neurones miroirs, c'est ces neurones que nous avons devant dans le cortex et qui interviennent depuis qu'on est tout bébé dans la relation mère-enfant au départ et qui nous permettent de nous développer
à partir des comportements d'imitation, mais aussi de cette relation empathique mère-enfant, de cette mère qui régule le bébé, qui lui permet de se construire dans un attachement sécure, dans une sécurité affective, etc. Et donc ces neurones miroirs sont fondamentales dans la construction de nous-mêmes, et les études montrent qu'elles sont très activées pendant la consommation de pornographie. Cela, ça donne deux choses. Ça facilite le comportement d'imitation de contenu pornographique chez les adolescents ensuite avec leur père, et ça réduit l'empathie. Et ça, c'est dramatique, parce que cette déconnexion empathique peut donc faciliter cette agressivité entre mineurs, et donc ça remet en question justement ces questions de consentement aussi. La question de l'intervention du système de récompense, évidemment, peut-être quelques-uns d'entre vous, vous connaissez ici ce que c'est, mais c'est ce système en lien avec le plaisir, qui est géré par la dopamine, c'est-à-dire ces substances qu'on appelle la substance du plaisir, c'est-à-dire ces substances qui nous permettent de ressentir le plaisir ou la récompense associée à nos comportements, et qui est libérée de manière massive, infiniment plus intense quand on consomme de la pornographie que quand l'adolescent est dans une situation sexuelle réelle. Et donc, petit à petit, l'adolescent qui va se masturber, se stimuler avec du contenu pornographique, va avoir besoin de doses de plus en plus trash, de plus en plus violentes, pour pouvoir accéder à une excitation sexuelle et à l'orgasme, chose qui se passe exactement pareil chez l'adulte. Hein. Ce qui est le drame aujourd'hui, c'est que les adultes d'aujourd'hui n'ont pas eu l'enfance qu'ont nos ados d'aujourd'hui, qui commencent très tôt à formater leur cerveau et leur réactivité cérébrale à la sexualité, et qui est donc médiée par ces stimuli pornographiques. Et puis la question des traces mnésiques, c'est-à-dire, comme je vous disais, comme c'est un apprentissage optimum, les adolescents sont vraiment en train d'absorber ces images qui se gravent dans leur mémoire et qui mettent beaucoup de temps à l'enlever. Hein. J'avais un ado, un patient de 11 ans, qui me disait, j'ai un stock, madame, j'ai un stock d'images sales dans ma tête que je n'arrive plus à enlever. Je ne sais pas quoi faire, je tente de penser à autre chose, mais je n'y arrive pas. Donc, quels sont, de manière très rapide, ces schémas sexuels intériorisés qui peuvent donc amener à la violence? Évidemment, l'objectification de la femme, l'érotisation de la violence, c'est-à-dire cette association dramatique entre violence et plaisir, la normalisation, la banalisation de la violence, et quand je vous disais, voilà, cette déconnexion morale et empathique. Et ce qui est très intéressant, c'est vraiment ce sentiment d'impunité. Comme je vous disais, en ligne, dans la pornographie mainstream, il y a beaucoup de violences qui devraient être pénalisées, en tout cas punies par la loi. Et pourtant, la personne qui consomme est hors loi, en fait. Il ne se rend pas compte. Ce n'est pas parce qu'il est un pervers, et encore moins l'adolescent. C'est qu'il n'a absolument, il n'a pas le cadre et la compréhension possible pour avoir cette idée de quelque chose qui est criminel, qui est hors la loi. Donc, il y a ces sentiments d'impunité qui se développent. Et puis, la disparition de la notion de consentement, parce que, comme vous le savez bien, dans les vidéos pornographiques, jamais un homme demande à une femme « Est-ce que je peux y aller? Est-ce que tu es prête? Comment tu te sens ?» Enfin... Voilà. Donc c'est vraiment brutal, hein, direct. Voilà. Et donc le consentement n'existe pas dans cette éducation, hein, dans cette, si on peut mettre ce mot, parce que c'est mais en tout cas dans cette manière, dans cet apprentissage pornographique, les ados, voilà, si on leur parle pas de consentement, c'est pas ce qu'ils apprennent dans les vidéos. Tout ce qui est en lien avec les mythes de viol, les études montrent, les mythes de viol, vous savez, c'est ces idées reçues, comme quoi une personne agresseur n'est pas totalement responsable. La victime, soit il n'est pas responsable, soit la victime partage la responsabilité. Par exemple, les mythes du viol liés à la pornographie, c'est « elle dit non, mais en fait, elle veut ». Ou elle aime la violence. Je sais que pour qu'elle s'excite, il faut de la violence, par exemple. Donc ça, c'est des mythes qui sont vraiment prouvés. Hein, je veux dire, c'est pas moi qui le raconte, et que d'ailleurs on retrouve dans les écoles et que je retrouve chez mes patients aussi. Cette rupture drastique qui vient quand même de mai 68, hein, de cette idée de la sexualité n'a rien à voir avec l'amour, et on rompt totalement cette unité fondamentale de l'être humain entre corps et cœur et esprit, et aussi affectivité. Mais en tout cas, la pornographie, c'est certain que fait cette rupture absolument drastique. Et puis, ce rapport au corps, hein, le corps tel qu'il est ne suffit pas. Les adolescents aujourd'hui ont des complexes corporels terribles sur leur sein, sur leur pénis. Enfin, les chirurgiens esthétiques qui nous disent que les adolescents demandent aussi des chirurgies des lèvres vaginales, par exemple, parce qu'elles ne s'aiment même plus dans leur vagin. Moi, ça m'hallucine qu'une enfant de 12, 13, 14, 16 ans se pose une question sur la beauté ou pas de son vagin. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est quand même assez
important à prendre en compte. Je voudrais dire vite fait, mais quand même mes collègues brillants qui m'ont précédé ont du coup déjà parlé de ça, donc je vais aller très très vite. Le cerveau de l'adolescent, vous le savez très bien, n'est pas maturé, n'est pas terminé. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'à l'adolescence, le système limbique, c'est-à-dire le système émotionnel, le système qui est lié à la pulsionalité, le système qui est à l'émotivité, voilà, tout ce système de la récompense et des émotions est maturé, est terminé. Par contre, le cortex préfrontal, qui est celui qui est lié à la raison, à l'intellect, à la responsabilité, en tout cas à la prise de décision, à la réponse au cadre, enfin à la critique, à l'évaluation de conséquences, etc., n'est pas du tout terminé jusqu'aux 25 ans. Il se termine à 25 ans. Donc on a quand même, l'adolescent est quand même un être humain qui est envahi d'émotions, qui est envahi de pulsionalité et qui a quand même des difficultés structurelles, cérébrales. C'est pas qu'il n'a pas envie. En plus, il faut l'aider à l'avoir, il faut l'éduquer évidemment, mais il faut savoir que c'est un cerveau quand même qui n'a pas forcément cette capacité de mesurer les conséquences et de se contrôler et de se réguler. Donc, si on mélange tout ce que je vous ai expliqué de la pornographie avec ce cerveau-là, ça donne ce que beaucoup d'études montrent aujourd'hui sur l'impact de la pornographie chez les adolescents. Et ça donne donc des conséquences. Alors c'est en espagnol, mais ce diagramme que vous voyez là, ce schéma est en fait une étude. Donc, El Mundo, c'est un des principaux journaux espagnols, qui a publié en 2021 cette étude qui montre le développement des manadas. Manadas, en français, ça veut dire la meute. La meute, c'est le viol en groupe. C'est-à-dire, c'est cette croissance qu'il y a eu de viol entre jeunes en groupe, de 5 garçons sur une fille, 10 gars qui ont décidé d'aller chercher une copine d'entre eux et faire quelque chose ensemble. Et en fait, que vous voyez, là, en 2020, il y a eu une descente parce qu'il y avait le confinement. Plus en Espagne, le confinement a été extrêmement sévère. Mais là, aujourd'hui, en 2021, en tout cas les chiffres proposés en 2022, c'est qu'en 2021, on était à 130 agressions en groupe chez les jeunes, répertoriées. Et les juges de l'enfance, non seulement en Espagne, aussi en Danemark, je n'ai pas entendu en France, mais je suppose que si on leur demande, ils sont d'accord, disent que depuis l'apparition de la pornographie en ligne, et notamment les smartphones dans les poches des enfants, les agressions sexuelles entre mineurs ont flambé. À cela s'ajoute, je vous ai donné que quelques chiffres ici, il y en a vraiment beaucoup dans ces études dont je vous ai parlé. C'est-à-dire que tout ça, je le dis pour alerter évidemment, mais aussi pour faire quand même un constat réel. C'est ce qui se passe aujourd'hui, notamment chez ces adolescents qui sont dans des milieux quand même évidemment moins favorisés, avec moins d'éducation, avec moins de cadre familial, avec des carences affectives. Enfin, évidemment, il y a d'autres facteurs qui interviennent, mais on peut quand même dire que dans la population actuelle, dans la société actuelle, pas tout le monde a la chance d'avoir une famille vraiment structurée, impliquée dans l'éducation. Donc du coup, il y a beaucoup d'adolescents à risque. Cette étude, c'est une méta-analyse qui a été publiée en 2015. Il y a une deuxième qu'on va publier avec une équipe de chercheurs espagnols, là, en 2022, qui est déjà soumise à la revue américaine, qui va être publiée, et qui dit les mêmes constats. C'est des méta-analyses, c'est-à-dire c'est des analyses d'analyse, des ensembles d'études. On a pris les études les plus robustes, les plus méthodologiquement robustes, statistiquement fiables, avec des échantillons représentatifs de plusieurs pays européens, des études longitudinaux, des études transversales. Enfin, vraiment, on a sélectionné les études qui étaient les plus fiables en termes méthodologiques. Et les conclusions de cette étude, comme de ceux qui s'en sont suivis, ces années-là, 2020, 2021, 2022, enfin, il y en a eu beaucoup. Toutes ces conséquences observées de cet apprentissage pornographique chez les adolescents. Donc là, de manière un peu résumée, je vais vous parler donc de ces conséquences. Déjà, dans la relation à l'autre, comme je vous ai dit, ce rapport à la femme qui est absolument altéré, et en vrai, son rapport à l'homme aussi. Parce que les hommes se positionnent envers les femmes d'une manière, aujourd'hui, les adolescents, en fonction de ce qu'ils connaissent, c'est la pornographie. Et les femmes se positionnent devant les hommes aussi d'une manière très pornographique, c'est-à-dire qu'elles vont, sans avoir le sens critique de si elles aiment, si elles n'aiment pas, qu'est-ce qu'elles en pensent, pour ne pas être rejetées, pour rentrer dans la relation à l'autre, pour ne pas décevoir son petit copain, enfin, etc., proposer des actes sexuels, se mettre en situation sexuelle qui est traumatique. D'ailleurs, on voit comment il y a une exposition au psychotrauma de plus en plus importante des adolescentes qui permettent, qui font des choses qui leur dégoûtent, qui leur marquent, après il y a des problèmes de sommeil, enfin des problèmes aussi psychotraumatiques ensuite. Donc il y a ces attitudes négatives envers les deux sexes, ce constat qu'il y a plus de pornographie violente consommée, plus de coercition sexuelle, plus d'agression sexuelle, etc.
Toute la question du revenge porn, je ne sais pas si vous le connaissez, mais c'est cette question d'utiliser, d'avoir comme aujourd'hui tout est lié aux réseaux sociaux chez les adolescents, souvent les adolescents vont enregistrer leurs actions sexuelles et ensuite, quand il y a un des deux qui casse, je le publie dans les réseaux pour me venger. Ça, c'est des cas qui sont de plus en plus fréquents, qui évidemment amènent des conséquences psychosociales dramatiques. La question du sexting, qui est une ramification de la pornographie, parce que la sexting, c'est vraiment le fait d'envoyer par texto la jeune en train de se masturber, ou le jeune en train de se masturber, ou la jeune toute nue, enfin, du contenu sexuel qui va être utilisé par l'autre pour qu'il se masturbe. C'est-à-dire que quelque part, comme aussi propose la plateforme OnlyFans, qui est aussi une ramification de la pornographie, c'est vraiment cette idée de devenir tous, en quelque sorte, des acteurs pornographiques amateurs, mais tous sommes susceptibles de nous utiliser pour exciter l'autre via un écran et donc d'être transformés en objets sexuels, ce qui donc va avoir des conséquences s'il n'y a pas une parole mise, s'il n'y a pas une éducation, s'il n'y a pas une prévention, peut mener donc à des actions assez compliquées et des agressions entre mineurs. Et puis le rapport à soi. Il y a une étude espagnole qui vient de sortir très intéressante qui montre que les hommes qui regardent de la pornographie, plus ils sont jeunes, plus les chances montent, ont 2,4 fois plus de probabilité d'agresser sexuellement une femme. Et les femmes qui regardent de la pornographie, il y en a de plus en plus d'adolescentes qui en regardent, ont 4 fois plus de probabilité de se voir forcées à avoir un rapport sexuel, donc de se mettre en situation de violence sexuelle. Cette victimisation est une conséquence de la consommation de pornographie et de cet apprentissage pornographique et de ce cerveau qui a assimilé énormément de représentations de la sexualité sans recul et sans critique et qui en plus n'a pas une capacité de régulation émotionnelle, de régulation corporelle, de régulation pulsionnelle qui s'est en plus aggravée. Non seulement il y a le terrain de l'adolescence, mais qui s'aggrave par la consommation fréquente de pornographie. Et donc, ça peut amener à toutes ces activités où on le devient victime sans même le vouloir. Et puis, je n'ai pas trop le temps, mais il y a toutes ces altérations aussi dans le contrôle inhibiteur. Il y a des études qui ont montré ça, que chez l'adolescent, quand il consomme de la pornographie, va faciliter la perte de contrôle aussi sous pulsion, sous désir sexuel. La question de la disparition de l'imaginaire sexuel autonome est quand même dramatique. Vous savez, on a tous ce qu'on appelle un potentiel érotique. C'est-à-dire, on est tous en capacité de désirer, d'être désiré, de créer des fantasmes sexuels, de désirer un rapport avec la personne qu'on aime, enfin voilà. Et le problème, c'est que cet imaginaire autonome qu'on est censé avoir et développer de manière saine depuis qu'on est tout petit, du coup, il est absolument contaminé, pollué par la pornographie chez l'adolescent. Donc l'adolescent, quand il a besoin de s'exciter, ou il souhaite le faire, il va amener à son imaginaire les images de la pornographie pour pouvoir accéder au plaisir sexuel recherché parce qu'il n'arrive pas à le faire avec la situation réelle parce que son cerveau n'est plus du tout sensible de la même manière à une vraie fille qu'à la femme pornographique. Les questions de dysfonction sexuelle sont très intéressantes et très importantes parce que jamais dans l'histoire, jamais, j'ai mon âge et je n'ai pas vécu à la préhistoire, mais je pense, en tout cas de ce que les sexologues me disent, surtout les sexologues anciens qui ont maintenant 60, 70 ans, qu'ils n'ont jamais vu des adolescents avec des dysfonctions érectiles. C'est totalement nouveau qu'il y ait du vaginisme ou qu'il y ait des hommes de 16 ans qui sont en pleine testostérone, qui ne réagissent plus à une fille. C'est incroyable. Pourquoi ? Parce que le cerveau, il est totalement habitué aux doses de dopamine massives. C'est pour ça qu'il y a un neuroscientifique qui parle de la pornographie comme drogue numérique ou cocaïne électronique, parce que les études de neuroimagerie montrent que le cerveau réagit de la même manière à une prise de crack qu'à une consommation de pornographie, d'une manière très, 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 très puissante. Et quand il y a des facteurs de vulnérabilité propres de l'adolescent, du contexte de l'adolescent, on a parlé de la protection de l'enfance, de tous ces enfants et adolescents qui sont totalement démunis, on a beaucoup de facteurs de risque pour ensuite développer donc toutes ces distorsions et toute cette sexualité dysfonctionnelle est très blessée. Et puis évidemment la question de l'addiction, la compulsivité, qui est très importante, c'est vrai que c'est mon sujet, que je développe beaucoup, je pourrais en parler des heures. C'est un sujet chez l'adulte, mais c'est aussi évidemment un sujet chez l'adolescent qui a déjà de base des problématiques et des difficultés à se réguler. Et voilà, l'addiction fait que de manière psychopathologique, mais très rapide, l'adolescent va avoir besoin de doses de plus en plus fréquentes, de plus en plus trash, etc. Et donc va se biberonner à une pornographie violente,
et va apprendre de ça sans même le vouloir. Les adolescents ne sont pas des pervers. C'est des cerveaux qui absorbent comme ils peuvent et qui font avec ce qu'ils peuvent. Là, je parlais juste de l'importance face aux jeunes d'être au clair. Et aussi face aux patients. Là, j'ai l'exemple d'un patient de 68 ans avec une addiction très grave. Lui, il avait commencé avec les revues Playboy dans les années 50 et il décrit très bien, il est passionnant parce qu'il décrit très très bien comment le saut dans la pornographie en ligne l'a absolument détruit. Lui, il avait déjà une addiction à 13 ans hein, sur les revues, il volait des revues dans les kiosques, parce qu'il, bon bref, pour plein de raisons. Et du coup, il explique très très bien, et il a été pendant 30 ans avant de venir me voir, il a tenté toutes sortes de psychothérapies, il n'arrivait pas à s'arrêter et à se sevrer, on va dire, à calmer son addiction. Là, il est abstinent depuis 2 ans. Et cet homme me disait, mais personne, aucun soignant m'a dit, en fait, je vous comprends, parce que la pornographie est une drogue. Elle abîme votre cerveau, elle altère votre cerveau. Et le fait que je me positionne, je mesure, hein, je me positionne toujours pas toujours de la même manière en fonction de l'ado. Enfin, il faut faire très attention pour vraiment maintenir l'affiliation et l'alliance avec l'adolescent. Mais parfois, ça aide vraiment de dire, mais je vous comprends que vous soyez pris par ça. Parce qu'en effet, la pornographie addictogène, elle n'est pas bonne pour vous. Donc, je comprends que vous ne soyez pas heureux avec ça. Donc, je pense que la question je trouve que pour les éducateurs, pour les parents, pour les soignants aussi, c'est important d'être au clair et sur la vision qu'on a aussi nous-mêmes sur la sexualité. Voilà. Merci beaucoup.